Bonsoir, nous sommes le lundi 18 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, votre information locale entourée de nos invités, mais aussi des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Mobilisation pour le futur du site de Thiverval-Grignon. Samedi, un collectif pour l'avenir de ce site s'est rassemblé. 300 personnes ont manifesté pour sauvegarder ce lieu et s'opposer au projet privé, dont la possible installation du camp de base du PSG. Et l'encours mise sur le numérique, la ville forme ses enseignants aux nouvelles technologies dans le cadre de la réforme scolaire du temps d'activité partagée. Reportage à suivre. Enfin, l'acteur Claude Brasseur à l'espace Coluche de plaisir. Samedi soir, il incarnait Georges Clémenceau dans La colère du tigre. Nous l'avons rencontré. Pour ouvrir ce journal, cette information, une foire aux conserves a été organisée ce week-end par le Secours Populaire dans les Yvelines. Pour cette 11e édition, le Secours Populaire s'est associé avec plusieurs magasins Carrefour du département. Objectif de l'opération, les industriels se sont engagés à reverser 7% de leur chiffre d'affaires obtenu sur les boîtes de conserve. Les sommes collectées ont participé à favoriser l'organisation des journées des oubliés des vacances. Pour rappel, le Secours Populaire aide actuellement sur le plan alimentaire 7000 personnes du département. Et dans le cadre de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015, Saint-Quentin en Yvelines va profiter d'une forte diminution de la taxe perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, anciennement redevance pour création de bureaux. Cette redevance sera désormais sur Saint-Quentin en Yvelines de 50 € le mètre carré de bureau au lieu des 235 € initialement prévus. L'agglomération, qui dispose d'une surface de 1,5 million de mètres carrés de bureaux, bénéficiera ainsi d'une position plus avantageuse que Paris ou des communes du département des Hauts-de-Seine, dont les taxes demeurent plus élevées. Et nous accueillons ce soir en plateau Thierry Doléance, responsable local d'Europe Écologie Les Verts à Thiverval-Grignon. Bonsoir et merci d'être venu en plateau. Et Jean-Vincent du collectif pour le futur du site de Grignon. Alors merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Et effectivement, l'avenir du site de Thiverval-Grignon inquiète. Samedi matin, plusieurs associations se sont réunies pour manifester contre le départ du site de l'école AgroParisTech. La vente du domaine est également son éventuel rachat par un acteur privé, parmi lesquels le PSG. Nous en parlerons avec vous messieurs dans quelques instants, juste après ce reportage dont les images sont signées Mélanie Poquet. Tous mobilisés pour sauver Grignon. Samedi, plus de 300 personnes, riverains, associatifs et politiques se sont rassemblés pour cette première manifestation contre le projet de vente. 490 hectares de terres agricoles, un parc mais aussi un château de style Louis XIII appartenant à l'école d'ingénieurs AgroParisTech. Pour moi, c'est vraiment important de garder Grignon dans le patrimoine français et d'en faire quelque chose après que les élèves soient partis. Donc c'est vraiment important de trouver un projet qui convienne au site, qui est un site qui doit être protégé puisqu'il est vraiment un site très beau et très, très important pour le patrimoine français. Au mois de mars 2015, l'école a décidé de partir pour le campus Paris-Saclay. L'État est propriétaire du lieu et des investisseurs privés se montrent intéressés pour l'investir, dont le club de football du Paris Saint-Germain. Il pourrait installer son nouveau camp de base à Grignon avec entre autres un stade de 5000 places et 18 terrains de football. Le groupe français L'Oréal est lui aussi intéressé. Le point du PSG, c'est qu'il risque de dénaturer l'environnement. C'est ça qui nous gêne. Mais bon, qu'il soit Qatari ou autre, c'est pas ça le problème. Le PSG, c'est un acheteur ennuyeux parce qu'il détériore. L'Oréal, ça serait mieux. Mais je ne sais pas ce qu'il en ferait. Selon le collectif, c'est une perte importante pour le patrimoine scientifique français. À la place, il met en avant son projet de création d'un centre international d'échange pour l'agriculture et l'environnement de demain. C'est surtout le centre intellectuel, le centre agronomique, le centre au lieu de 200 ans de formation et de recherche. Des résultats qui sont positifs, qui sont accumulés, c'est ce passé de scientifique qui va être abandonné alors que les besoins sont énormes. Une pétition a été lancée par le collectif. Elle a déjà rassemblé près de 9000 signatures et sera prochainement envoyée au ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll pour le sensibiliser à cette affaire. Alors messieurs, on l'a entendu dans le sujet, cela fait depuis mars 2015 que ParisTech a annoncé son départ. La mobilisation commence simplement maintenant. Pourquoi ? En fait, la mobilisation commence à converger aujourd'hui. Il y a eu plusieurs acteurs depuis quelques années déjà qui se sont intéressés sur le sujet, des associations locales et aussi nous, au Conseil régional Île-de-France, Europe Écologie Les Verts, avons déjà fait des actions.
puisque le Conseil régional a déjà investi beaucoup d'argent pour la recherche, pour les locaux. Je pense notamment au programme Biogère, on en a parlé tout à l'heure, et puis des logements sociaux. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a vu là samedi, c'est la convergence de toutes les associations qui s'intéressaient déjà sur le sujet depuis fort longtemps. Jean-Vincent, vous êtes faire partie du collectif pour l'avenir, pour le futur du site de Grignon. Il y a une pétition également qui est lancée, on l'a entendu dans le reportage. Vous avez mobilisé toutes les associations pour justement cette matinée de samedi? Oui, tout à fait. Bonsoir d'abord à tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer que la privatisation du domaine et le parc et les laboratoires qui existent, dont on vient de parler notre interlocuteur, et donc c'est complètement scandalisé, étonné qu'on s'est apparemment réveillé tardivement, mais semble-t-il assez efficacement avec cette première manifestation, qui n'est qu'une première manifestation, et on est assez scandalisé d'envisager qu'un tel patrimoine historique, écologique et scientifique soit bradé par nos plus hautes autorités, et ministère de l'Agriculture et autres responsables. Parce qu'on a beaucoup entendu parler justement de l'installation du site du Paris Saint-Germain. C'est vraiment le sujet qui en a fait parler justement de ce site de Thiverval-Grignon dans les médias. Mais comme on a pu le voir dans le sujet, ce n'est pas vraiment le seul problème, ce n'est pas l'unique problème que l'on revendique, parce que ce n'est pas encore signé, il n'y a pas encore de source, il n'y a pas d'informations. Voilà, ce ne sont que des spéculations par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'informations officielles sur le devenir du site, à qui il sera vendu, s'il sera vendu ou pas. On n'a que des bruits, et c'est aussi ça qu'on voulait mettre en avant, c'est que ce site, comme Jean l'a rappelé, c'est vraiment un patrimoine scientifique, inestimable. Ça fait plus de 200 ans que c'est un centre de recherche agronomique. C'est également un centre reconnu mondialement pour sa richesse géologique sur l'étude de l'impact du climat sur la biodiversité, qui est vraiment un sujet actuel aujourd'hui. On a eu la COP21 il y a quelques semaines en France qui a rappelé ce sujet-là. Et c'est donc un patrimoine d'État, donc un patrimoine commun. Et ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait vraiment une réflexion avec tous les acteurs possibles pour l'avenir de ce site et qu'il ne soit pas vendu à des intérêts privés. Est-ce que si on revient vraiment sur le sujet, en fait, l'école AgroParisTech va déménager dans le campus de Paris-Saclay. Elle veut se rapprocher de ce campus-là, ce qui peut sembler logique, peut-être compréhensible dans tous les cas. Mais le problème, c'est que ça va être dommageable à Grignon, mais pas seulement. Il y a des enjeux qui sont plus importants que ça. Le déménagement d'AgroParisTech a été voté, comme vous le rappeliez, par le conseil d'administration au mois de mars dernier. Un déménagement prévu pour 2019. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Ça a été acté. Nous, on pense que concentrer toutes les activités sur Saclay, et qui risque même de mettre des chercheurs en agronomie un peu hors sol, parce que les terres, il n'y en a pas beaucoup à Saclay pour les études, ce n'est pas une bonne chose. Mais le débat, c'est surtout de comment faire pour que le site de Grignon reste dans le giron de l'État et dans le bien commun pour les recherches actuelles et futures, puisqu'on ne sait pas ce qu'on peut découvrir encore. Ce qui vous effraie, c'est vraiment les travaux qui peuvent être faits sur ce site? Oui, alors, je reviens un peu en arrière. Thierry Deléan a dit que c'était définitif le départ à Saclay. En fait, Saclay n'est pas encore financé, à loin près. On pourrait détailler, mais je crois qu'on n'en a pas le temps. Donc il y aura encore un vote quand le projet architectural et financier sera bouclé pour que le conseil d'administration se prononce à nouveau sur le projet. Et donc on ne peut pas anticiper, ça sera dans plus d'1 an, ce vote définitif. Alors, en attendant, il y a des risques importants, tant plus que l'État garde le plus grand secret sur cette vente qui semble s'orienter vers le privé, comme vous avez pu avoir des informations. Alors que, comme le dit Thierry Deléan, ce qui est important, c'est que ça reste un bien commun public à la disposition. Mais ce que vous craignez, vous, c'est qu'il y ait des transformations sur ce site, la façon vraiment... Si pourquoi le privé, collectif... ça peut devenir des lotissements immobiliers. Si jamais c'était un centre d'entraînement sportif, il y aurait, d'après ce qu'on apprend, un stade de 5000 places, un parking de 1000 places, 20 terrains de football. Sur un terrain de football, c'est presque 1 hectare. Et en fait, le site est un vallon qui est sur le plan botanique, paysager, extrêmement précieux et rare pour cette région de l'ouest parisien. C'est peut-être un des derniers poumons vraiment naturels
qui se trouve dans l'ouest parisien. Alors, on a parlé un peu de la carrière falinière qui correspond à un site géologique mondialement connu. Il y a aussi sur le versant au midi ce qu'on appelle une buxérolique, c'est-à-dire une zone de buis qui date d'avant la dernière glaciation. Enfin, la forêt elle-même est composée d'espèces variées qui existent depuis comme l'origine du parc et plusieurs centaines d'années. Sans parler du château et sans parler des laboratoires, il y a plus de 400 personnes qui travaillent, dont une grande partie de chercheurs et de techniciens et d'ingénieurs sur les problèmes de l'agroécologie. Il y a le problème de l'écosystème géologique. L'établissement participait également à la recherche donc, sur l'agriculture, l'environnement, et son déménagement n'est pas cohérent, selon vous, par rapport aux objectifs de la COP21 qui a été énoncé par le gouvernement ? On a une richesse scientifique qui aide les chercheurs à cet endroit-là. On ne va pas déplacer plusieurs centaines de mètres de terre en souterrain à Saclay qui vont accompagner les chercheurs. Donc si ça va dans le giron privé... Pour bien comprendre, sur cette école, ils font vraiment des recherches sur les sols et c'est utilisé... Oui, d'ailleurs, ça fait plus de 200 ans qu'il y a un suivi sur la qualité des sols. Et même ce patrimoine-là pourrait disparaître. Et c'est une autre richesse très importante scientifique. Donc Europe Écologie Les Verts, vous avez fait appel justement au gouvernement, au ministre de l'Agriculture, sur ce sujet ? Oui, la semaine dernière, Emmanuelle Coste, la secrétaire nationale, qui est par ailleurs présidente du groupe au Conseil régional Île-de-France, a envoyé un courrier à Stéphane Le Foll pour l'alerter sur ce sujet et créer les conditions d'une réflexion un peu plus large pour que l'avenir de ce site ne soit pas décidé par quelques personnes, mais que tous les acteurs concernés puissent se mettre autour de la table et trouver la meilleure solution. Vous avez une réponse Toujours pas. Toujours pas. Ce que vous attendez, Jean-Vincent, dans le collectif, ce que vous attendez du site, vous attendez une réponse du gouvernement, que ça soit quoi ? Est-ce que vous avez un projet aussi justement pour ce site ? Alors, d'abord, je voudrais souligner que les partenaires actuels qui se sont manifestés au cours de la marche samedi sont plus larges que nos deux organisations. Il y a plusieurs associations qui se sont... Il commence à y avoir un grand nombre d'associations. Soit qui se préoccupent de patrimoine, de milieux naturels. C'est les randonneurs, c'est les cyclistes. Les riverains. Oui, c'est très large. Alors, le projet qu'on est en train d'élaborer, alors il faut qu'on trouve des financements pour ça et on va faire une étude approfondie, c'est comment utiliser les locaux existants qui sont très vastes et qui correspondent à des investissements récents de l'État et de l'Institut national de la recherche agronomique qui refuse de donner aucune indication sur le futur. Donc il faut que ces investissements-là bénéficient à ce qu'on souhaite être un centre international sur l'agroécologie qui serait dans le prolongement de la COP21 et qui permettrait d'élargir et de prolonger les recherches et de s'ouvrir sur une dimension diffusion, vulgarisation. On pourrait parler d'une sorte de cité de l'agronomie, comme il y a une cité des sciences à la Villette. Ça demanderait aussi des investissements de l'État, du coup. Oui, ou bien d'une fondation et d'autres sources qu'on se propose de commencer de rassembler. Vous avez fait donc une pétition, vous attendez justement d'avoir 10 000 votes, pour l'instant on en a à peu près 9 000, pour avoir aussi une réponse du ministre. Où ça en est ? Vous allez faire d'autres actions prochainement ? Oui, alors il y a plusieurs autres actions qui sont prévues. Déjà, une marche plus large, là, celle de samedi, allait que de la ferme extérieure à l'entrée de l'école, donc c'était environ 1 kilomètre. On prévoit une marche beaucoup plus large autour des murs de l'école qui font 7 kilomètres. Alors, on ne fera peut-être pas les 7 kilomètres. Et puis il y a d'autres événements qui sont prévus, puis on va se structurer beaucoup plus, puisqu'il faut qu'on monte une sorte de consortium entre les différentes associations et groupements concernés. Thierry Delens, vous avez aussi des appuis des élus justement du territoire local ? On a peut-être un appui objectif en la personne de notre député, M. David Douillet, qui, lui, suit le dossier depuis très longtemps et préférait une installation du Paris Saint-Germain à Poissy, ce qui permettrait temporairement d'arrêter peut-être la vente du site de Grignon et puis de réfléchir à d'autres solutions. On l'a d'ailleurs interpellé, on lui a envoyé un courrier ce matin, donc il ne l'a pas encore reçu sur le sujet. Vous proposez également un projet. Vous avez des choses que vous voudrez mettre en avant par rapport au gouvernement, ou ce serait vraiment une réflexion collective, justement, avec d'autres collectifs, les associations locales ? La spécificité de l'engagement d'un collectif, c'est que chacun peut apporter sa pierre. Donc, le collectif des scientifiques, des associations locales ont déjà engagé le travail. Nous, on a fait un travail un peu plus institutionnel, on va dire, à côté. Donc, on va continuer à travailler en synergie et puis en espérant aller trouver une solution ensemble, concertée, pour que ce site exceptionnel reste la propriété de l'État, donc notre propriété.
Merci beaucoup. Citoyenne. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Nous suivrons bien sûr cette actualité. Depuis la rentrée scolaire 2014, la réforme des rythmes scolaires permet aux élèves de classe élémentaire de bénéficier gratuitement d'activités variées lors de leur temps d'activité périscolaire. La ville d'Élancourt a choisi pour développer l'éducatif le support numérique. Regardez ce reportage de Sephora Namani et William L. Développer la mémoire, la créativité, le vivre ensemble et la confiance en soi chez l'enfant par l'outil numérique, c'est ce que propose la ville d'Élancourt pour ses temps d'activité périscolaire. 14 séances d'1h30 pour se familiariser avec le tableau numérique TNI. D'abord, ils apprennent à manier le TNI, le logiciel qui est ActiveInspire, qui est utilisé par les enseignants aussi. Ça leur permet d'apprendre parce que vu qu'ils les utilisent en classe, et en classe, ils n'ont pas cette facilité d'aller directement au tableau, fouiller un peu. Ici, ils peuvent se permettre, parce que je ne vais pas leur noter ou leur donner des 20 ou 10. C'est rigolo, on ne fait pas du travail, on apprend tout en s'amusant sur un TNI. Ça fait un peu progresser ma mémoire. Du CP au CM2, tous les élèves de la ville d'Élancourt sont équipés d'une tablette. Chaque classe dispose d'un tableau numérique. Enseignants et animateurs sont formés aux outils numériques par le réseau associatif Canopé. Il y a une logique de continuité éducative. Vous le savez, à Élancourt, toutes les classes baignent dans le numérique. Les enfants, depuis 5 ans maintenant, ont les tablettes, les TNI, et ces outils font partie de leur vie quotidienne. Ce choix parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain qui utiliseront ces outils et que ça fait partie de leur formation. Pendant 7 semaines, les élèves de ces ateliers pourront découvrir le tableau numérique, le stop motion, le livre numérique, le montage vidéo et la web radio. Des ateliers importants pour Élancourt qui misent 40% des activités de ces TAP autour du numérique. Et les cérémonies des vœux des mairies continuent. La cérémonie de vœux de Villepreux était programmée vendredi dernier au gymnase Alain Mimoun. Le maire de la commune, Stéphane Mirambeau, est revenu à cette occasion sur l'inauguration du nouveau quartier de la commune, les Hauts du Moulin. Plus de 500 logements ont été construits dans ce secteur. L'élu a également évoqué l'entrée de sa commune dans Saint-Quentin, en Yvelines. On l'écoute, il était au micro de Mickaël Elmidoro. Il y a beaucoup de Villepreusiens qui se disent tout de suite qu'est-ce que ça va nous apporter en plus, mais est-ce que ça ne va pas risquer de nous coûter encore plus cher? Et il faut qu'on les rassure. C'est pour ça que ce soir, j'ai voulu les rassurer. Et je crois que d'ailleurs, c'est tout l'objectif de Michel Laugier. Il ne souhaite pas augmenter la pression fiscale. Nous savons que ça va être dur. Les dotations de l'État seront en berne aussi pour cette nouvelle structure. Nous devons donc gérer au plus juste. Et c'est votre rendez-vous culturel du lundi. Nous recevons Sephora Namani pour sa chronique culturelle. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane. Alors ce soir, je viens vous présenter une autre façon de découvrir les grands lieux historiques comme le château de Versailles. Ces visites guidées qui attirent en majorité touristes français et étrangers. Un moyen de rentrer dans l'intimité du patrimoine français. J'étais jamais venue à Versailles, donc mon intention c'était de me faufiler un petit peu dans les choses un peu plus intimistes. Et j'ai vu début janvier le reportage sur les appartements de la reine aussi, je crois, et donc j'ai dit j'y vais. J'étudie de la philologie française en Espagne et bon, on étudie bien sûr l'histoire. Et pour nous c'était un plaisir de voir tout ce que nous faisons en cours et tout ce que nous voyons de manière théorique. Ici, on est plongé dans le sujet, donc c'est un petit peu émouvant quand même. Alors à Versailles, il existe différents parcours d'1h30 régulièrement renouvelés. Les groupes accueillent jusqu'à 20 personnes. La visite guidée est menée par un guide conférencier formé en histoire et en histoire de l'art. En l'occurrence, il s'agissait de Sylvain Postol qui nous initiait à l'intimité de Marie-Antoinette à Versailles. Il nous explique l'intérêt de ces visites guidées. Effectivement, quand on vient à Versailles, on peut se promener librement, mais cependant, il est vrai que même avec les informations qui sont données dans les salles, ou bien encore avec l'aide de l'audioguide, ce n'est toujours peut-être pas suffisant. Donc, pour aller un peu plus loin, il est vrai que les visites conférences peuvent apporter d'autres informations et puis peut-être aussi répondre plus précisément aux questions des gens.
Et l'intérêt supplémentaire de ces visites guidées, c'est que sont ouvertes à ce moment-là des pièces traditionnellement fermées au public, parce qu'il s'agit de pièces fragiles. C'est le cas de la majorité des pièces de la visite sur Marie-Antoinette, le cas notamment de la salle des bains. Et par exemple, avec celle des appartements du roi, vous pourrez justement découvrir la chapelle royale ou encore l'opéra royal, qui est un très très beau lieu. Alors avec ces visites, le public se sent un petit peu privilégié, un hôte de choix. C'est ça, exactement. Privilégiés, ils ont vraiment le sentiment d'être bien encadrés et orientés dans leur réflexion. Je pensais trouver plus de gens et moins d'informations. Et en fait, on a été très surpris parce que notre guide nous a donné plus qu'une visite guidée, c'était une leçon d'histoire. Je le félicite parce que franchement, pour moi, ça a été vraiment toute une source d'informations que je ne m'attendais pas du tout et que j'apprécie énormément. Alors en général, les visites sont montées autour de grands personnages historiques, mais aussi de périodes précises ou même de mobilier particulier. Exactement, il s'agit de visites thématiques, ce qui vous permet d'approfondir vos périodes de prédilection et de comprendre comment se déroulait la vie quotidienne au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors vous pouvez participer à différentes visites, comme celle montée autour de l'exposition temporaire Le Roi est mort, ou bien retracer les grandes figures historiques, celles de Louis XIV, Napoléon et De Gaulle au Trianon, d'autres pour visiter les appartements privés du roi, Marie-Antoinette à Versailles, les lieux cachés et une sur la Révolution même. Alors ce sont des visites qui s'adressent à tout type de public, je pense aux enfants et peut-être aux personnes handicapées également. Tout à fait, oui, vraiment, le public rassemblé est éclectique et surtout ces visites, comme vous l'avez bien dit, sont proposées à tout type de personnes en situation de handicap, comme les personnes malvoyantes et malentendantes. Et c'est d'ailleurs tout l'art d'un bon médiateur que de savoir s'adapter à son public. La définition, je dirais, selon moi, d'un bon guide conférencier, c'est bien sûr de posséder les connaissances qui conviennent, mais surtout d'être capable de les adapter au public qui est face à soi. C'est-à-dire de partir du texte scientifique rédigé, par exemple, par un conservateur, pour adapter les mots de façon à ce que ce public soit en mesure de comprendre et de sortir de la visite en sachant que dans cette pièce, il s'est passé tel événement, mais aussi que l'on vivait de telle manière. Voilà. Et de garder finalement des idées simples. Pour ces visites guidées, il vous en coûtera 7 € de plus que votre billet d'entrée pour ceux qui ne bénéficient pas de la gratuité et les réservations peuvent se faire en ligne sur le site du château. Merci beaucoup Sephora. Pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir le château de Versailles avec des visites guidées? C'est une bonne idée. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de kiosque. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit teasing? De quoi sera-t-il question? Bien sûr, et je pense d'ailleurs que les deux invités vont vous évoquer quelque chose car nous avons eu la chance de recevoir Vincent De Dienne et également en plateau nous aurons Oshi qui a participé à la saison de The Voice Kids. Très bien, eh bien nous attendons ça avec impatience Sephora, merci beaucoup. Nous restons dans la culture. Claude Brasseur était à Plaisir samedi soir pour une nouvelle représentation de La colère du tigre. Dans la peau d'un Clémenceau vieillissant, le comédien fait face à un autre géant de son époque, Claude Monet. Nous avons eu la chance de le rencontrer, regardez. Vieil hérisson, plus que 4 jours avant que je puisse vous prendre dans mes bras. Ça, c'est lui! Claude Monet, figure de l'impressionnisme face à Georges Clémenceau, surnommé Père la Victoire en raison de son action pendant la guerre. Deux figures du début du XXe siècle, deux amis qui en 1923 se retrouvent et s'affrontent. Monet confronté à la cécité, bientôt aveugle, qui n'ose avouer qu'il ne pourra terminer ses nymphéas et honorer la promesse faite à Clémenceau d'exposer au musée de l'Orangerie. Ce sont deux hommes qui s'engueulent, mais vraiment très 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 fort, et qui en même temps s'adorent. Le conflit a réellement existé. Tout ce qui se passe au cours de la pièce est historique. Nommé au Molière en 2015, Claude Brasseur était sur les planches de l'espace Coluche à Plaisir le week-end dernier. Après plus de 200 représentations, le comédien ressent le même plaisir à retrouver ce personnage. C'est surtout très agréable de le faire au théâtre, parce que justement, contrairement au cinéma, au théâtre, on peut faire des progrès. Au cinéma, on ne peut pas faire de progrès. Une fois que c'est fait, c'est fait. Bon, comme disait Jouvet, au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué. Je pense que le cinéma, c'est pas notre métier. Toute notre bande, quand on était au conservatoire, toute notre bande, on ne rêvait que de théâtre. On pensait pas du tout faire du cinéma, ça ne nous intéressait pas.
C'est très amusant le cinéma, mais c'est un métier de technicien. Deux acteurs peuvent admirablement jouer la comédie. Si c'est mal filmé et mal monté, on a l'air de deux cons. Au cinéma, Claude Brasseur retrouvera néanmoins Franck Dubosc cet été pour le 3e volet de la comédie familiale Camping. La tournée se poursuit pour La colère du tigre, une pièce qui trouve d'ailleurs un écho bien particulier dans l'actualité. On en aurait bien besoin aujourd'hui d'un personnage comme ça dans la politique. C'est un homme intègre, rien ne lui appartenait, il a tout sacrifié pour la France. Et c'est bientôt la fin de cette édition, mais juste avant de nous dire au revoir, cette information, vous l'avez peut-être vue dimanche matin, la neige est tombée dans les Yvelines. Ce ne sont que quelques flocons, on le voit ici sur ces images tournées à Versailles le dimanche matin très tôt. Mais cette semaine, ne vous inquiétez pas, si les températures seront très basses et descendront sous les 0 degrés, pas d'autres épisodes neigeux sont à prévoir. Il est inutile de s'inquiéter, ni même de sortir les chaînes. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport au programme de la course, du vélo, mais surtout du rugby. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du 7-8 Le Journal. Je vous souhaite donc une très bonne soirée.